Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 21 mai 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, d'un côté j'ai pas fait de DeFi Actu depuis une semaine, donc forcément ça s'est un petit peu entassé depuis. On va commencer par un petit rapport sur les États-Unis. Alors c'est des recherches qui ont été menées par River. Vous en faites ce que vous voulez, je connaissais pas particulièrement cette entité, en tout cas dans ce rapport ça nous parle un petit peu de Bitcoin et de à quel point l'Amérique est exposée à BTC et comment cet avantage peut alimenter la prochaine ère de prospérité américaine. 40% de la supply de Bitcoin est détenue par des Américains, on a aussi 36% du hash rate global de Bitcoin qui serait aux États-Unis, le pourcentage de population qui détiendrait du Bitcoin aux États-Unis, ce serait le pourcentage le plus élevé au monde. J'ai quand même un petit peu de mal à y croire, je sais pas. Le Salvador, je pense qu'ils doivent pas être comptabilisés dans l'équation. Donc 14,3% des Américains détiendraient au moins un petit peu de Satoshi, contre 3,4% en Europe par exemple, 3,6% en Asie, 3,6% en Afrique, 6,6% en Amérique du Sud. Bon, pour l'Europe, je serais pas étonné que le chiffre soit vrai, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les gouvernements qui détiennent du Bitcoin. Donc, les États-Unis en détiennent 200 000, c'est le gouvernement qui détient le plus de Bitcoin, et ils détiennent, par rapport à tout ce que détiennent les gouvernements, ils sont à 2/3, dis donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plus d'Américains qui détiennent du Bitcoin que de l'or. Ça, c'est possible, vu que, bon, l'or, même si c'est populaire, on va dire, c'est pas un actif qui est spécialement détenu par le commun des mortels. Ensuite, on a le nombre de compagnies, le nombre de sites de minage aux États-Unis, donc il y en a un petit peu partout sur le territoire, et au Sénat, dans la chambre des députés, ouais, il me semble que c'est ça, il y a plus de la moitié des élus qui seraient pro-Bitcoin. C'est quand même des chiffres qui sont vachement en hausse depuis quelques années, et ça fait plaisir à voir. Bon, tant qu'on parle du sujet, tant qu'on parle de BTC, on va passer rapidement les grosses boîtes qui accumulent de plus en plus de Bitcoin. Sans surprise, Strategy a encore acheté 7390 Bitcoin pour environ 765 millions de dollars, rien que ça. On a Metaplanet qui en achète 1004 de plus, allez hop, 104 millions de dollars. On a Kuller aussi, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est pas la première fois que je les vois passer. Ils ont acquis 83,3 bitcoins supplémentaires, un peu plus modeste évidemment, mais c'est déjà pas mal, et on voit de plus en plus comme ça de petites sociétés, enfin petites sociétés, c'est un tic de langage, on voit de plus en plus de sociétés, la taille importe peu, accumuler comme ça du Bitcoin, en rajouter dans sa trésorerie. Un petit mot vite fait sur les ETF, parce que j'ai vu deux news sympathiques. On a tout d'abord Bitwise qui dépose un dossier pour lancer 3 ETF d'options générant des revenus, un sur son ETF Bitcoin, un sur son ETF Ethereum, et un sur son ETF Action Crypto. Pourquoi pas? Il me semble pas que ce soit les premiers à avoir déposé ce genre de demande. Je saurais plus dire quel autre émetteur avait fait ça, mais ça me parle. J'avais vu un autre émetteur déposer une demande pour générer du rendement sur un ETF Bitcoin, il me semble. Hâte de voir s'il y a plus de produits de ce genre qui vont être proposés. Ça pourrait peut-être lancer quelque chose, parce que avoir plus de choix, on va dire, sur ce type de produit, je vois pas ça d'un mauvais œil. Bon, après, plus de choix en termes de possibilités, on va dire, en termes de tokens, je sais pas trop. En tout cas, pour Solana, il y a des demandes de TF qui ont été déposées, et pour l'instant elles sont retardées. Je me rappelle que avec Gary Gensler à l'époque, l'ancien président de la SEC, quand il y avait les demandes de TF, elles avaient tendance à être refusées carrément, et ensuite les émetteurs en redéposaient d'autres, jusqu'à ce que ça y est, ils aient un petit peu toutes les cartes en main pour pouvoir passer. Et là, maintenant qu'on a la nouvelle direction au niveau de la SEC, ils essayent j'ai l'impression, de prendre leur temps, faire avancer les choses positivement pour le secteur crypto, on va dire. Je suis curieux de savoir si on aura des ETF spot Solana cette année, si ça n'arrivera jamais, peut-être, qui sait, et surtout
est-ce que ça va marquer un top comme ça l'a marqué sur Ethereum quand les ETF sont rentrés en vigueur? Ça c'est pas impossible non plus. On a DeFi Development Corp qui a acquis 16 447 Solana. C'est un petit peu le micro-stratégie du Solana. D'ailleurs, ils ont aussi annoncé un partenariat avec Bonk pour co-gérer un validateur sur Solana. C'est comme pas mal d'investisseurs qui investissent sur Bitcoin notamment, je pense à Tether, et qui investit aussi dans l'infrastructure. C'est plutôt logique, hein. Tant qu'à s'investir sur un écosystème, autant s'investir un petit peu dans l'infrastructure de ce dernier. On parle un petit peu de spéculation, du coup je fais une parenthèse sur le AZK Index et le Chantal Index. J'avais sorti une vidéo il y a pas si longtemps sur la chaîne YouTube, et en plus j'avais mis un numéro d'épisode comme s'il y allait avoir une suite. Il y aurait pu avoir des suites à cette série, mais il y a eu un petit problème. J'en avais brièvement parlé dans le live la semaine dernière, mais le AZK Index a été liquidé. C'est entre autres parce que j'avais certaines positions sur des meme coins qui ont stonks. Le Mudeng par exemple, voilà, on voit que mes positions ont été vendues, mais pile à l'ATH quoi. J'ai vraiment les boules. J'ai quand même la sensation que le AZK Index a été liquidé au pire moment en quelque sorte, qu'en fait si j'avais lancé le AZK Index au moment où il s'est fait liquider, ça aurait peut-être été le meilleur moment pour le lancer. Je sais pas si vous avez compris l'idée que je voulais passer, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça m'apprendra à faire des challenges débiles, surtout sur des tokens qui avaient des graphiques qui avaient cette gueule. C'est toujours mieux évidemment si on veut se positionner à la vente, de le faire après une hausse. Et à l'inverse, hein, quand on veut acheter, c'est toujours mieux en général d'attendre une baisse. Mais bon, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, comme dirait le poète. Il reste toujours quelques sous hein, sur le AZK Index. Je vais couper ma webcam vite fait, il reste une centaine de dollars dessus. Hein. Il y a toujours des marges en fait sur Hyperliquid, donc j'ai pas été liquidé à 100%, mais j'ai perdu... j'ai pas fait le calcul, mais facile 80% de la valeur du wallet, ou peut-être 75% plutôt, donc quand même assez impactant. Et oui, j'ai rouvert quelques positions sur quelques meme coins, mais ça c'est par rapport à une interaction que j'ai eue avec quelqu'un sur Twitter. Je sais pas s'il passera sur la vidéo, mais il se reconnaîtra, je pense, si jamais il écoute. Tant que j'ai parlé du AZK Index, on va parler aussi du Chantal Index. C'est l'opposé. Le AZK Index, c'était le côté mauvais de la force, le côté short. Le Chantal Index, c'est le côté à la hausse. Et jusque au moment où le AZK Index a été liquidé, le Chantal Index a super bien performé. Il est arrivé à 18 000 $. Pour rappel, c'est une liste de 10 altcoins qui ont été partagées par Chantal Lang, l'experte crypto. Ces 10 altcoins, c'est la liste pour faire un x10. Oui, c'est ça, pour faire un x10 sur l'année 2025. Donc je suis très curieux de savoir si les prédictions de cette chère Chantal, cette chère experte crypto, étaient bonnes. Ça a très bien démarré. Honnêtement, c'est passé de 10 000 à 18 000 $. Là, ça s'est tassé un petit peu. On laisse couler, on verra bien si ça continue, si la tendance s'inverse. Il y a quand même certaines positions sur lesquelles je suis un petit peu dubitatif sur le portefeuille, notamment Wormhole, mais ça, on verra comment ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, tout est encore dans le vert, donc écoutez, il valait mieux être exposé dans une certaine directionnalité, en tout cas, depuis un peu plus d'un mois. Est-ce que les choses vont s'inverser à partir de maintenant? Est-ce qu'il faut faire le anti-Chantal Index? Je ne sais pas. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez de ces informations. Visiblement, le mois dernier, c'était pas le bon mois pour s'exposer à la hausse. Et comme on dit, sell in May and go away. On a quand même eu des bons rebonds sur certains coins, sur certaines positions. Donc, écoutez, si vous vous trouvez trop exposé à Ethereum par exemple, hein, je dis ça au pif, ça peut être une bonne idée de considérer à rééquilibrer peut-être son portefeuille. On va pas non plus dire le méchant mot, on va pas non plus dire le mot vendre. On a SG Forge, filiale de la Société Générale, qui se prépare à lancer un stablecoin adossé au dollar sur la blockchain Ethereum. C'est pas hyper étonnant vu qu'ils avaient déjà lancé un stablecoin euro en 2023, et vu que le gros de la demande, c'est quand même du dollar hein, sur la DeFi. Oui, il y a l'euro C de Circle, oui, il y a tel stablecoin de telle devise, mais ça reste très marginal. Le gros de la demande sur la DeFi, c'est le dollar, donc forcément, ils essayent un petit peu de se positionner sur ce que veut le marché, et la news dit même que par la suite, ils pourraient éventuellement envisager de se lancer sur d'autres blockchains comme Solana.
pourquoi pas, il y a de la demande aussi sur cet écosystème. D'ailleurs, l'Euro-C de Circle s'est déployé il y a pas si longtemps sur Solana. Comme quoi, il y a bien de la demande là-bas. On a ProtonMail qui dévoile une fonctionnalité permettant à ses 100 millions d'utilisateurs d'envoyer du Bitcoin de manière transparente en utilisant simplement une adresse email. Je savais pas d'ailleurs que Proton, ils avaient leur wallet, Proton Wallet, et je trouve ça très marrant, l'idée que on va pouvoir, en utilisant ProtonMail, potentiellement envoyer du Bitcoin par mail. Pour ceux qui ont creusé un petit peu l'histoire du Bitcoin, qui se sont renseignés un petit peu, vous savez que Bitcoin, ça n'a pas été créé non plus sur une feuille blanche, quoi. Il y avait déjà des travaux qui ont été effectués auparavant, notamment, je sais plus comment ça s'appelle, il y a Cash dans le nom, Cash Protocol peut-être, je sais plus du tout, mais il y avait une manière d'échanger, entre guillemets, une première monnaie virtuelle qui a été créée et qui s'envoyait par mail. Bon, évidemment, hein, il y avait des failles dans le protocole, mais c'est assez marrant de voir qu'on va pouvoir échanger du Bitcoin par mail et que une des inspirations, une des prémices de Bitcoin, un des prémices plutôt, je crois que c'est masculin, peu importe, un des prémices de Bitcoin, c'était une monnaie qui s'échangeait par mail. Je trouve que ça fait une très belle anecdote. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour, il y en a pas beaucoup, et on commence par du lourd. Uniswap, enfin plutôt Bancor, poursuit Uniswap pour violation de brevets liés à sa technologie de smart contract pour DEX. J'ai pas été retrouver l'attaque en justice en détail, j'ai pas été retrouver plus d'éléments, mais pour la petite histoire, Bancor c'est le premier DEX, c'est le premier exchange décentralisé, donc je suppose que, vu que c'était a priori open source comme beaucoup de protocoles de DeFi, Uniswap a dû reprendre une partie du fonctionnement de Bancor et l'adapter. Enfin, c'est très commun sur la DeFi de ce genre d'action. Donc l'attaque en justice de la part de Bancor, je sais pas, c'est peut-être pour essayer de gratter un billet, quelque chose. Ils sont déjà morts, Bancor, en fait. Le protocole est mort de chez mort. Je l'ai jamais utilisé pour le coup. J'ai pas découvert la DeFi assez tôt pour avoir utilisé Bancor, parce que c'était vraiment là au tout début pour le coup. Ça a continué d'exister par la suite. Sur le cycle de 2021, ça existait encore Bancor, mais ouais, fallait avoir envie d'aller sur ce DEX, pour être honnête. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus sur cette affaire, d'avoir l'aboutissement. À mon avis, Bancor va finir par abandonner les charges contre Uniswap. Je pense qu'ils vont se retirer parce que je vois pas dans quel monde ils vont gagner. D'ailleurs, on a le fondateur d'Uniswap qui a dit probablement la chose la plus stupide que je n'ai jamais vue. Je vais essayer de ne pas y penser jusqu'à ce que l'avocat me dise qu'on a gagné. Et honnêtement, je vois pas comment ça pourrait se terminer autrement. Bref, on a quoi d'autre? Le président argentin Javier Milei ordonne la dissolution de l'unité chargée d'enquêter sur le scandale lié au token Libra. Moi, évidemment, ils avaient probablement commencé à trouver certains indices qui montraient qu'il y avait des choses pas très très claires. C'était toute une histoire, ce même coin Libra. C'est un truc le président argentin avait fait un tweet autour de ce même coin, c'est monté à 3 milliards de market cap, quelque chose comme ça, en moins de 24 heures, c'est redescendu en aussi peu de temps qu'il ne faut pour dire le nom du président argentin. C'était une catastrophe cet événement, et pour moi ça montrait quand même un petit peu pas la cupidité, mais le peu de sérieux du personnage, parce que évidemment c'était marquant de le voir avec sa tronçonneuse et compagnie, de dire qu'il faut jeter toutes les personnes corrompues du gouvernement, et dès qu'il a l'occasion de placer un tweet pour se faire un billet facile, là ça prend pas trop de recul sur son action et ça fonce. Bon, c'est un peu, c'est un peu dommage, évidemment. Bref, j'ai juste reposté le tweet de Journal du Coin en mettant afuera, dehors, en bon espagnol. Ensuite, on a quand même eu un hack, je crois que c'est pas le seul que j'ai vu passer, mais j'ai vu un autre hack sur un tout petit protocole de la Binance Smart Chain, je l'ai même pas mis de côté. J'ai vu aussi le hack du protocole Zunami, inconnu au bataillon pour ma part, donc ils se sont fait hacker, a priori ils se sont fait dérober le collatéral du Zun USD
et du Zune ETH, une perte de 500 000 $ environ. Je vous ai dit que c'est vraiment pas un gros protocole. Ces temps-ci, je vois assez régulièrement, enfin ces temps-ci, en vrai ça fait des années que c'est comme ça, mais il y a régulièrement des hacks de petits protocoles par-ci par-là. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Après, pour ce qui est des gros protocoles, c'est vrai que ces derniers jours, même ces dernières semaines, j'ai pas vu grand-chose passer, voire pas du tout. Il y a Curve qui s'était fait hacker, mais c'était au niveau de son nom de domaine. En termes de code pur et dur, j'ai pas souvenir qu'il s'était passé quelque chose de très grave ces derniers jours. Du coup, sur ce, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a quand même pas mal. Bon, après, hein, j'avais pas fait de DeFi Actu depuis une semaine, donc forcément, il y a eu le temps d'en voir passer. On commence par Rover, un protocole de liquid staking sur Bitcoin, a priori. Donc, je sais pas, j'ai pas été voir en détail, je sais pas si ça va se mettre par-dessus Babylon. Je vois que dans leur description, ils sont build sur Botanix Labs. Botanix, il me semble que c'est un layer 2 de Bitcoin. Je sais même pas s'ils sont en mainnet, je crois qu'ils sont encore en testnet, je l'avais vu passer il y a très longtemps. Il me semble que Dolomite, le protocole Dolomite, ils sont sur le testnet de Botanix. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est Dolomite ou un protocole un peu de niche comme ça qui s'est déployé sur cet écosystème. On a BitLayer, tiens, j'avais oublié que j'avais encore un projet autour de l'écosystème Bitcoin, donc un Layer 2 Bitcoin, enfin, c'est pas vraiment un Layer 2 de Bitcoin, mais on aime bien un petit peu, c'est marketing comme terme, donc on aime bien mettre des trucs assez accrocheurs. Donc BitLayer, ils ont reçu du soutien financier de MN Capital. Il me semble qu'il y a un airdrop à former sur cet écosystème, donc en général il y a souvent des fonds levés, de l'argent récupéré avant les airdrops. On verra bien si ça va se terminer cette campagne sur BitLayer. On a ClaimLink, ça ressemble un petit peu à Chainlink, je sais pas si c'est volontaire, une plateforme de distribution de tokens et de NFT gasless, donc sans frais de transaction, qui a été acquise par Origin Tech, inconnu au bataillon. D'après leur description, ce serait le protocole de certification de Real World Assets le plus avancé au monde. Waouh, rien que ça. On a XSY, une plateforme de yield sur Avalanche, et ils ont aussi un stablecoin a priori, puisque ça parle de dollars synthétiques. Inconnu au bataillon, encore une fois, pour ma part. D'un côté, l'écosystème Avalanche, c'est un écosystème sur lequel je suis pas particulièrement revenu depuis un bon moment. Hein. La dernière fois que j'ai... Ah non, j'ai rien dit. En début d'année, il y a eu des poules sympathiques sur Balancer du côté d'Avalanche. Mais à part ça, je crois que j'ai pas dû creuser sérieusement un truc sur Avalanche depuis début 2024 ou fin 2023. Faudrait que j'aille jeter un œil. Peut-être qu'il y a des trucs qui se sont développés sur cet écosystème. En tout cas, ils ont réussi à lever 5 millions de dollars XSY. On a XP Ticket, une plateforme de ticketing. Comment on traduit ça déjà en français? Une plateforme de billetterie, voilà, je suis bête. Web3 sur Solana qui a levé 6,2 millions de dollars. Pourquoi pas? C'est pas nouveau ce genre de projet de billetterie Web3 où on pourrait acheter des places de concert, ce genre de choses en format NFT. Sur le papier, c'est une bonne idée. C'est comme la proposition de valeur de Ultra. Je vais peut-être me faire des ennemis. Hein. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais dans les faits, ça a pas trop convaincu un quelconque public pour l'instant. Ultra, pour le coup, quand on voit qu'ils ont été soutenus par Ubisoft, ils ont fait aussi beaucoup de choix douteux autour des NFT et compagnie, donc ouais, malheureusement je suis pas hyper convaincu par tout ce qui est lié le monde physique, on va dire, et les NFT. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a jamais trop marché, ce genre de choses. Peut-être qu'à force d'essayer, à force de vouloir nous la mettre, ils vont réussir à passer, mais bon, pourvu que ce soit dans longtemps et que je ne connaisse pas ce temps-là. On termine avec Catena Labs qui a levé 18 millions de dollars. C'est une infrastructure financière native de l'IA. Alors, la traduction elle est un peu pétée. Ils se vendent de la même manière sur leur Twitter. Donc, des services d'intelligence artificielle, blablabla.
On a toujours autant de projets sur cette narrative qui lèvent des fonds. Donc on retrouve A16Z, Coinbase, Circle, Breyer Capital dans les investisseurs. Je sais pas du tout si on peut farmer quelque chose de ce côté-là, mais à mettre de côté pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la narrative de l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, après les levées de fonds, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement et comme son nom l'indique, qui parle de DeFi. Avant ça, petit instant autopromotion sur la chaîne principale. J'ai enfin sorti le guide complet sur Pendle. Alors, je suis à peu près sûr que d'ici une semaine ou deux, je vais me dire « Ah non, j'ai oublié ça dans la vidéo, j'ai pas été assez clair sur tel ou tel point ». Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de retours me disant que j'ai dit des bêtises ou que je me suis trompé sur certaines choses. Donc ça me rassure un petit peu. Mais voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de creuser un petit peu plus Pendle, j'ai enfin pris le temps de faire un tutoriel. Par contre, accrochez-vous parce que ça dure quand même une 50aine de minutes. Ouais, il y avait des choses à dire. On enchaîne avec MetaMask qui devrait prendre en charge Solana au mois de mai. C'est ce que révèle le cofondateur et CEO de MetaMask qui signale que cela devrait permettre aux utilisateurs d'interagir avec les dApps Solana directement via MetaMask. Alors, c'est techniquement déjà possible puisqu'on a des sortes de DLC d'extensions qu'on peut rajouter à MetaMask. Ça s'appelle les snaps, il me semble. J'avais un petit peu expérimenté tout ça à l'époque. Il y en a pour Solana, des snaps. Je l'avais expérimenté sur Filecoin quand je m'étais intéressé un petit peu à cet écosystème. Il y a même des snaps sur Starknet et compagnie. Donc ces snaps, c'est des sortes d'extensions qu'on peut rajouter à MetaMask et qui permettent d'utiliser d'autres écosystèmes. Donc techniquement, c'était déjà possible d'utiliser Solana avec MetaMask. Ouais, je sais, je chipote. Là, ce sera natif. Ce sera nativement intégré. L'irréductible portefeuille qui ne s'est pas encore rendu compatible avec Solana, c'est bien évidemment Rabi. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur la DeFi depuis un petit moment, vous le savez probablement, mais DeBank, Rabi, hein, c'est la même entité derrière. DeBank, c'est le côté tracking, suivi de portefeuille. Et au début de DeBank, sur le site, sur l'accueil du site, il y avait écrit que Solana arriverait bientôt. On est déjà en 2025, j'ai dû voir ça il y a 3 ans facile. MetaMask, Solana n'est toujours pas disponible sur DeBank et encore moins sur Rabi, mais je pense que ça va finir par parvenir avec le temps. Ensuite, on a Vest Exchange, mon nouveau protocole de perpétuel préféré. J'allais dire perféré, mais oh, c'est marrant. Allez, on valide le jeu de mots pas intentionnel. Ils ont rajouté le trading de Forex, donc les devises, euros, yens. C'est cool d'un côté, moi j'aime bien voir plus de produits disponibles comme ça. C'est pas le premier exchange à lister ça, donc rien de nouveau. Par contre, il y a de l'effet de levier assez vénère, hein, ça peut aller jusqu'à x100 sur ce genre de produit, donc ça veut dire qu'il va probablement y avoir de la dilution pour ceux qui farment un petit peu du côté de Vest Exchange. Voilà, donc c'est bon à savoir, il y a cet outil, mais si vous farmez, on va dire, intensivement, ou pas forcément intensivement, mais si vous farmez un petit peu l'airdrop de Vest Exchange, dites-vous qu'il risque d'y avoir de la dilution. Ça veut pas dire qu'il faut forcément plus s'y mettre ou quoi que ce soit. On a Jumper qui est disponible maintenant sur la blockchain Sui. Il faudrait que je fasse un petit test, que j'essaye Jumper sur Sui. Bon là j'ai la flemme de connecter mon portefeuille ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de regarder un truc. Quels agrégateurs Jumper va utiliser? Est-ce que c'est performant sur Sui? On va faire un petit test rapide en live. Alors, ok, ça a l'air de bien marcher, ça utilise Aftermath, c'est probablement le meilleur agrégateur sur Sui. D'ailleurs, en vidéo, je l'ai plusieurs fois appelé le Jumper de la blockchain Sui. Bon, maintenant, le Jumper de la blockchain Sui, c'est Jumper, mais vous avez l'idée. Aftermath, ça fonctionne très très bien. Je vais essayer un autre cas de figure, je vais essayer d'échanger du Sui contre de l'USDC, mais sur un autre écosystème, sur Arbitrum, pourquoi pas. Ça utilise Mayan, c'est très bien, c'est probablement une des meilleures solutions pour ça. Si j'essaye d'aller sur un écosystème obscur, alors sur Boba je vais même pas essayer, à mon avis il va pas me trouver de résultat, mais sur Mode ça m'a l'air compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'il me propose? Allez, Berachain, tiens, pourquoi pas, est-ce que c'est faisable? Ah ouais non, là j'allais dire c'est peut-être un peu trop beau. La Binance Smart Chain, peut-être?
Oh, j'ai pris un token au pif, je voulais l'USDC. Ah, même pas, la Binance Smart Chain, même pas, impossible. Oh, ok. Bon, il y a peut-être quelques limites pour l'instant, ça vient d'être ajouté sur Jumper, mais c'est une très bonne chose, je trouve. D'ailleurs, tant qu'on parle un petit peu de SUI, il y a aussi le wallet Backpack, donc un wallet historique de Solana qui s'est développé sur l'écosystème SUI. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on a une rotation un petit peu de la communauté Solana vers SUI. Bon, je jette un petit peu enfin non, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein, c'est assez évident, on le voit quand même pas mal, il y a des similarités entre ces deux écosystèmes, mais notamment aussi des entités, le protocole Solend sur Solana, qui est devenu Save maintenant, la même team a développé un protocole de lending sur SUI. Donc ouais, c'est marrant de voir cette rotation un petit peu Solana SUI, c'est un petit peu la nouvelle hype du moment. On a Rabi, tiens, en parlant de hype, ils ont enfin intégré HyperEVM sur leur portefeuille, donc c'est très bien. On pouvait déjà ajouter la blockchain d'Hyperliquid, il y a maintenant sur Rabi on peut ajouter une blockchain manuellement, mais le fait que ce soit intégré par Rabi, ça va permettre alors la simulation de transactions, c'est coming soon, mais ça devrait pas tarder. On va pouvoir révoquer des approbations, ça c'est pratique. On a le Security Engine de Rabi Wallet qui permet d'éviter quelques erreurs stupides. On a aussi le tracking de ses positions sur la DeFi. Donc très bonne nouvelle pour ceux qui farment un petit peu HyperEVM. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a qui s'intéressent fortement à cet écosystème, donc c'est cool pour vous. Du côté de Jumper, j'aurais peut-être dû mettre ça avec l'autre news, mais c'est pas grave. On a une quête en ce moment du côté de Lisk. On en a de moins en moins des quêtes qui donnent de l'XP, donc bon, pourquoi pas. En plus, ça permet de se positionner un petit peu sur une des blockchains de la super chain d'Optimism, pour ceux qui farmeraient un petit peu sur cet écosystème. Il y a des récompenses, donc on va pas non plus y aller pour le plaisir. Par contre, je sais pas si je vais faire cette mission, parce que ça demande de déposer dans une pool de liquidité concentrée, même 2 pools de liquidité concentrée. C'est pas trop mon truc, les pools concentrés. C'est sur Vélodrome, sur la blockchain Lisk en plus, faut avoir envie d'aller sur cet écosystème. Mais pour ceux qui sont déterminés, à mon avis il y aura pas tant de monde que ça qui vont aller sur Lisk. Donc pour ceux qui sont déterminés, voilà, vous avez une petite quête à faire, ça va vous occuper, hein, pas non plus toute une journée, mais ça peut vous occuper une petite demi-heure. 20% de ce qui est déposé sur la DeFi, c'est déposé sur AAV, c'est quand même quelque chose. Et depuis janvier 2023, voilà, depuis la fin la fin du bear market, c'est en up only, ça fait que monter, un petit peu comme la dominance de Bitcoin. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas trader un jour la AAV dominance? Ça pourrait être pas mal ça. Il y a un outil un petit peu spécial, j'avais jamais vu ça sur la DeFi, c'est du côté de Asterdex. Donc Asterdex, c'est un petit peu le Hyperliquid de Binance, on va dire. Donc ils ont ajouté la fonctionnalité Grid Trading. Ça c'est pas du tout un truc pour moi, ce genre d'outil c'est pas pour moi, mais il y a quelqu'un qui avait parlé de cet outil là, je crois, sur le Discord il y a pas longtemps. Donc voilà, comme quoi ce genre d'outil maintenant ça commence à arriver aussi sur la DeFi. Alors je suis de plus en... Petite parenthèse à part, mais ça me fait toujours bizarre de dire le terme DeFi, sachant qu'il n'y a pas grand chose de décentralisé sur cet écosystème. Je pense que je devrais plutôt dire on-chain que DeFi, mais vous avez compris l'idée. Bref, ce grid trading, en fait, c'est un bot qui va permettre de trader entre certains prix selon une directionnalité de marché. J'ai jamais trop mis la main dans ce genre de produit. Pourquoi pas essayer pour voir ce que ça donne, hein, pour pas mourir bête. Ça se passe en tout cas du côté de Aster sur... alors, ils sont pas que sur la Binance Smart Chain, mais bon, c'est entre autres sur cet écosystème. La communauté Bitcoin débat concernant le BIP 177, une proposition visant à redéfinir l'unité de base à 1 Bitcoin au lieu de 1 Satoshi, tout en conservant le BTC comme code monétaire. Bon, en fait, je vais vous la faire dans les grandes lignes, c'est un petit peu stupide comme débat, mais... Comme le prix de Bitcoin augmente beaucoup, forcément, on se retrouve à utiliser souvent des petites unités de Bitcoin, et c'est pas toujours pratique de dire tiens, il faut que tu m'envoies 0,0000456 BTC. Donc est-ce qu'on bougerait pas toutes les unités après la virgule et un Bitcoin, en fait le Satoshi ça deviendrait un Bitcoin. En fait le problème il y a même pas de problème, je vois même pas pourquoi les gens s'emmerdent à chercher un problème, ils ont juste
qu'à parler en Satoshi et pas en Bitcoin. En fait, au lieu de dire envoie-moi 0,0000456 Bitcoin, bah dites envoie-moi 456 Satoshi, enfin je sais pas, et on pourrait juste avoir des outils qui parlent en Satoshi plutôt qu'en Bitcoin, ou alors voilà, on pourrait avoir un bouton pour choisir Bitcoin, Satoshi. Je sais pas, ça me paraît évident. Sur CoinGecko on a déjà ça par exemple, sur CoinGecko on peut voir le prix en Bitcoin, mais on peut voir aussi le prix en Satoshi, ou alors c'est sur CoinMarketCap, peut-être les deux, mais il me semble que c'est sur CoinGecko que j'avais vu ça. Je comprends pas trop l'idée de ce débat, je trouve ça un peu con, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On enchaîne avec le point airdrop. Pas tant d'actu au niveau des airdrops, ou en tout cas j'ai pas vu grand chose passer ces derniers jours. On a la saison 3 sur Camino qui s'est terminée. Bon, c'est une saison 3 sur un protocole de lending, donc sans surprise, si vous avez pas utilisé le protocole ou avec peu de liquidité, bah vous aurez pas grand chose. Il me semble que avoir bloqué des tokens Camino, avoir staké des tokens Camino, ça a donné un boost pas négligeable sur cette saison 3. Donc ceux qui sont pas mal exposés à ce protocole, allez récupérer vos récompenses, et sinon vous n'avez pas raté grand chose je pense si vous n'avez pas farmé du côté de Camino. On a aussi l'airdrop de Giza qui est live, je sais pas s'il y a une date maximale pour aller réclamer l'airdrop. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour être éligible à cette saison 1? Un utilisage actif de Arma Agent Product, ça me parle, ça il me semble qu'il y avait une quête du côté de Jumper autour de Arma. Donc peut-être qu'il y en a qui ont participé, bon je suis con en plus c'est écrit juste en dessous, participation dans des quêtes sociales, Jumper, Layer 3, Mégaphone, ça me dit rien du tout Mégaphone. Donc si vous avez fait bêtement les quêtes Jumper, Layer 3 autour de Arma, allez voir, hein, sur un malentendu, vous êtes peut-être éligible. Il me semble pas que l'airdrop ait été ajouté sur le track, mais j'essaierai de l'ajouter avant que la vidéo sorte sur YouTube. Et pour Twitch, je vais vous mettre le lien dans la description quand j'aurai terminé les news. On a à grand seigneur chez Resolve, il y avait déjà 90% des gens qui avaient été s'enregistrer. Pour rappel, il fallait s'enregistrer jusqu'au 16 mai sur l'airdrop de Resolve. Donc 90%, c'est quand même assez rare, je trouve. Ils avaient laissé qu'un délai d'une semaine quand même, donc c'est pas mal, mais ils ont quand même repoussé jusqu'au 25 mai, c'est un peu plus classe, mais bon, au final, ça va pas changer grand chose je pense, donc ils ont repoussé jusqu'au 25 mai, sait-on jamais, si vous avez farmé autour du stablecoin USR, si vraiment vous avez pas eu le temps de vous enregistrer, là vous avez jusqu'au 25 mai, et si vous ratez l'occasion, je l'ai relayé plusieurs fois, là c'est de votre faute, hein. Si vous avez raté au bout d'un moment, il faut suivre un minimum les projets qu'on farme. Oui mais moi je farme 50 projets, j'arrive pas à tout suivre, c'est peut-être ça le problème, il faut peut-être pas farmer 50 projets. Bref, le lien il est déjà sur le track, il est déjà sur le tableur des airdrops. On a aussi Sofon qui a fait un petit peu de teasing. A priori, Sof va se lancer sur ce mois de mai, donc peut-être le token de Sofon. Sofon, pour rappel, hein, c'est entre autres une blockchain sur l'écosystème de Zcash, donc j'ai très peu d'attentes autour de ça, et je l'ai pas farmé de toute façon sur le wallet de la chaîne YouTube, mais je suis curieux quand même de voir ce que ça peut donner, un projet de l'écosystème Zcash qui fait son airdrop. Allez, on termine avec deux mèmes du jour pour aujourd'hui. On commence par Solana, qui est désormais un prénom tendance pour les bébés en 2025. Ah, c'est magnifique. Le prénom Solana est désormais l'un des prénoms de bébés, oui c'est ça, les plus populaires d'Amérique. Le nom dérivé des racines espagnoles et latines signifie le soleil ou lieu ensoleillé. 242e place des prénoms les plus populaires cette année, 691e en 2024 et 933e en 2023. Ça me rappelle aussi Lil Pump, le rappeur qui s'était fait tatouer Solana sur le front. C'était quelque chose, mais il me semble que c'était un tatouage éphémère, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bref, est-ce que vous seriez prêt à donner un nom de crypto à votre enfant? Moi je trouve ça trop cringe, trop bizarre, je le ferai clairement pas, mais surtout qu'il y a des noms plus jolis que d'autres. Solana c'est pas moche non plus, c'est vrai que ouais, Dogecoin, Ethereum, Cardano, Terra Luna, XRP, putain j'ai même pas pensé, mais XRP c'est quelque chose, hein. On appelle son gosse XRP, c'est que vraiment il était pas désiré. Et allez, la deuxième news, ça sort un petit peu du cadre de la crypto, mais j'ai trouvé ça quand même tellement
tellement fou que j'avais envie de le passer. L'administration Trump envisage de créer une émission de télé-réalité dans laquelle des immigrés s'affronteraient pour obtenir la citoyenneté américaine. En fait, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un scénario, un pitch d'un épisode de South Park, quoi. Enfin, je sais pas si c'est une fake news ou quoi que ce soit, mais ça pourrait tellement être un épisode de South Park. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on a fait le tour de l'actu de ces derniers jours. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.